BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Bruno Aziza avec nous ce soir, effectivement, dans Tech & Co, vice-président d'Oracle, alors en charge, entre autres, du Big Data et de l'IA. On va parler beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle, avec vous ce soir. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Intéressant, effectivement, dans le prochain quart d'heure, on a 2 Français expatriés depuis des années d'ailleurs aux US. Donc ça, c'est intéressant. Intéressant, quand on commence avec vous, Bruno, il y a 20 ans, vous partez en Silicon Valley, vous n'êtes pas ingénieur, vous partez directement de Marseille, sans passer par Paris, direct côte ouest. Là. Tout à fait, sans passer par la case départ. En fait, c'est très rare, évidemment, un Marseillais qui part aux États-Unis sans avoir une formation ingénieur. Et en fait, je suis parti avec vraiment l'opportunité de commencer dans une start-up, une très petite start-up, qui a été achetée dans une plus grosse boîte plus tard qui s'appelait Symantec. Ce qui m'a donné vraiment l'opportunité de prouver, puisque moi, j'ai pas une formation d'ingénieur, j'ai même pas une formation maths, j'ai une formation LEA pour les gens qui regardent et qui connaissent LEA. Donc vraiment, c'est les langues, aucun rapport. Et on m'a donné vraiment ma chance. Voilà, les langues étrangères appliquées. On m'a donné ma chance au départ et ça a très bien marché. Après cette petite start-up, j'ai fait une entreprise qui s'appelle Business Objects. Je pense que beaucoup de gens connaissent Business Objects en France puisque c'est l'entreprise de référence dans l'analytique et la France. C'était démarré par Bernard Liotto qui, avant Business Objects, était à Oracle. Et ça a marché très très bien puisqu'on a grandi très très vite en 4 ans. On est devenu une grande entreprise qui a été publique et qui plus tard a été achetée par SAP pour 6 milliards de dollars. On s'en souvient, donc côté effectivement au Nasdaq, une des rares boîtes qui a franchi l'Atlantique, et rachetée depuis par SAP, la boîte allemande, le géant allemand qu'on connaît, qui est la première tech européenne, c'est SAP. Tout à fait. On a LVMH, L'Oréal, etc., ou Total. Eux, ils ont donc SAP dans le progiciel. Voilà. Depuis effectivement un petit bonhomme de chemin, Microsoft, vous avez fait plusieurs géants américains, vous avez dit donc Symantec, Microsoft pendant des années, et depuis quelques mois, là depuis peu, Oracle. Je viens juste de commencer à Oracle il y a à peu près 3 mois. Et entre Microsoft et Oracle, j'ai fait 3 startups, puisque vous savez que aux États-Unis, c'est très facile en fait de commencer son entreprise. Et donc j'ai fait 3 startups, une qui s'est vendue également. Et là aujourd'hui, le projet d'Oracle est un projet qui est très intéressant, puisqu'on a une offre qui est différenciante particulièrement sur les données, l'analytique et l'intelligence artificielle. Et je suis à Paris en fait pour 2 jours, puisqu'on avait notre événement Analytics Day qui se focalise vraiment sur le marché de l'analytique et de l'art. C'est quoi la perception de la France, là, vous qui êtes installé depuis certes des années là-bas, mais est-ce que vous entendez un petit peu parler de la French Tech, de ce qui se passe ici, de Station F, etc., ou ça paraît très très loin encore? Oui, alors bon, j'habite effectivement à San Francisco. À San Francisco, il y a beaucoup de Français. Donc en fait... 70 000 peut-être dans la baie. Oui, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de francophones, donc on a une très belle image en fait du français. Évidemment, il y a peu de gens qui iraient en France et commencer leur boîte. En fait, un parcours comme le mien, je pense que c'est vraiment unique au rêve américain. Mais il y a une très bonne réputation de l'ingénierie française. Nous sommes très bons en maths. Dans le domaine de l'analytique et des données, nous sommes aussi très bons. Et c'est surtout grâce en fait à cette expérience Business Objects qui a créé vraiment un écosystème de Français qui sont impliqués dans l'analyse. Donc si vous êtes Français et que vous cherchez un travail dans l'analytique, on a une bonne image, et les Français sont dans la Silicon Valley, mais là, moi je vous parle de la Franco-France, si c'est encore un sens aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, de Station F, des incubateurs qu'on a, des accélérateurs, des succès qui n'ont pas encore essaimé, qui ne sont pas encore diffusés à l'étranger. Ça va être Doctolib, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme de rendez-vous avec des professionnels de la santé qui ne sont pas sur le territoire américain. Il y a sûrement un Doctolib américain, mais voilà. Est-ce qu'on en entend parler ou on n'en a pas vraiment parlé. En plus, je pense que la Silicon Valley, c'est vraiment une bulle. C'est un marché qui est unique. Et la perception de la France, c'est qu'il y a quelques entreprises comme Free, etc., qui ont réussi. Mais en général, on ne connaît pas vraiment le succès à la française. On connaît les ingénieurs français et la qualité de l'éducation. Et puis aussi un désir faible, je pense, de l'entrepreneur français qui va aux États-Unis pour son propre rêve et qui vraiment ne vend pas la France. Parce qu'on n'a pas vraiment les atouts de levée de capital, etc., qui jouent un petit peu contre nous, on va dire. Ça vient, mais c'est vrai qu'on a du retard. Ça vient, mais par rapport à la Silicon Valley, c'est problématique. Par contre, en tant que Français, on a des avantages particuliers que les Américains n'ont pas. Par exemple, être en désaccord avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui est vraiment culturel français, qui est bien et qui nous aide à avancer facilement. Nous, on aime bien débattre, etc. Là-bas, c'est bien d'être dans le consensus, de ne pas trop s'opposer. C'est-à-dire qu'on est à faire un petit sourire, mais en fait, on n'est pas d'accord, mais on ne le dit pas. C'est-à-dire que c'est plus, comme ils appellent, politically correct. Donc en fait,
fait, aux États-Unis, on a des désaccords, mais on n'a pas le débat direct. En France, clash pas, quoi. Ouais. On clash moins. Et en France, je pense qu'on est un pays un petit peu plus intellectuel, on va dire, où on respecte le débat. Et c'est quelque chose, moi, je pense, qui m'a aidé personnellement, qui a été un avantage un petit peu différenciant, c'est de pouvoir ne pas être d'accord et d'expliquer. Tiens, Bruno, il dit les choses, c'est intéressant, quoi. Il est pas dans le consensus mou, etc. Voilà. Quand ça va pas, il nous le dit. Il faut avoir une culture d'entreprise qui accepte ce genre de choses. C'est pour ça que les startups, en principe, ça marche. Ou les grandes entreprises qui veulent inculquer cette culture de startup. À Microsoft, c'est vrai que j'ai fait 7 ans Microsoft, mais vraiment, c'était l'esprit startup. Et à Oracle, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Bon, il y a beaucoup d'IPO là aujourd'hui. Il y a Uber qui arrive dans le pipe. Il y a eu Lyft qui s'est pas très bien passé. C'est un petit concurrent, on va dire, de Uber. Il y a Jumia à l'inverse, donc d'Amazon africain, on en parle beaucoup ce soir, qui cartonne, qui prend je sais pas, 30% ce soir, là, pendant que l'on parle, qui avait déjà pris 70% vendredi au premier jour de cotation. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a un excès? Est-ce qu'on revient, je sais pas, quasiment 20 ans en arrière avec la bulle de 2000 ou pas du tout? C'est des boîtes maintenant qui crachent, qui font du chiffre d'affaires, voire des bénéfices. Ça arrive de temps en temps quand même dans les startups. Et qu'en fait, non, il ne faut pas comparer avec 2000. Je pense qu'il ne faut pas comparer avec 2000. Je pense que l'industrie a appris énormément en fait, ce qui s'est passé. Bon, maintenant, vous avez cité effectivement des exemples consumer. Moi, je suis dans le domaine de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un énorme appétit à être public et à être visible parce que c'est vraiment un avantage compétitif. Maintenant, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a un changement des valorisations, pardon, le terme français ne me vient pas, de l'entreprise. Souvent, vous levez énormément de fonds avec une valorisation qui est énorme, comme vous l'avez avec un Lyft, par exemple, et le marché juge. Donc, en fait, je ne pense pas qu'on va avoir un crash. Je pense qu'en fait, il y a énormément de technologies qui sont innovantes. La vitesse à laquelle l'innovation est disponible au grand public est de plus en plus rapide. Donc, vous allez voir effectivement un désir d'aller dans le marché public plus énorme, surtout sur l'entreprise, alors que le marché change dans l'entreprise qui ressemble un petit peu plus au consumer. Bon, Elia, vous qui baignez là-dedans aussi depuis des années, là pour le coup on dit aussi que les Français n'ont pas un temps d'avance, mais ne sont pas totalement largués. Alors certes, pas en termes de chiffres, parce qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les montants d'un Alibaba, d'un Facebook, etc. Mais on a des connaissances, on a des savoir-faire, on a des Français aussi. Il y a Lequin justement chez Facebook, on a Luc Julia chez Samsung, des centres de R&D créés par ces géants ici à Paris. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Je pense que le problème de la France, c'est effectivement le volume d'investissement dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est la Chine et les États-Unis qui vraiment investissent énormément. Mais vous aviez récemment un invité qui parlait d'en fait, c'est bien d'investir beaucoup, mais aussi il faut travailler sur des trucs qui sont super pointus. Aujourd'hui, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est théorique. Qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle? Et donc, il faut travailler sur des applications spécifiques. Dans le domaine de l'analytique, c'est automiser l'enrichissement des données. Dans le domaine des dashboards, c'est automiser la création de dashboards. Créer des modèles qui vous permettent de parler à votre ordinateur et créer de nouvelles interfaces. C'est ça qui sont les trucs un petit peu plus complexes, mais qui sont intéressants, et je pense que les Français sont pointus là-dessus. Maintenant, au niveau investissement, évidemment, on est un peu largué parce qu'effectivement, c'est les États-Unis et la Chine. Bruno Liza avec nous ce soir. Bruno, donc vice-président d'Oracle sur BFM Business dans Tech & Co. Dans 8 minutes, on sera avec un Français aussi expatrié depuis des années dans la Silicon Valley. C'est Cyril Paglino, qui n'a pas fait d'ailleurs que de l'entrepreneuriat, qui a fait d'autres choses, comme de la télé-réalité. C'est peut-être un nom qui vous parle. Il avait fait, je crois, Secret Story pour les aficionados. Avant cela, donc, on va écouter Grégory Volokin sur la guerre du streaming vidéo. Elle aura bien lieu, cette guerre, parce qu'on a notamment vu aujourd'hui un deal là autour d'Hulu. C'est AT&T qui a vendu sa participation. Mais en face de Hulu, on va trouver des Amazon, des Netflix évidemment, et Disney qui n'a pas dit son dernier mot. Écoutons là-dessus Grégory Volokin tout à l'heure depuis Mescart Financial Services à New York. C'est intéressant parce qu'on parlait il y a quelques jours des résultats de Disney qui avaient été fantastiques. Il faut savoir que Disney possède plus de 60%, exactement 66% de Hulu, et que Comcast, l'opérateur de câble, possède le reste. Alors qu'est-ce que c'est Hulu? C'est une compagnie qui offre des services de streaming. Vous pouvez voir pour $6 beaucoup de programmes de télévision et de films, sauf que là, vous devez voir de la publicité. Et si vous voulez un abonnement Hulu sans publicité, ça vous coûte $45. AT&T était l'actionnaire minoritaire. Ils en ont plus vraiment besoin. Maintenant qu'ils ont fait l'acquisition de Time Warner avec HBO, ils vont aussi lancer un service de streaming. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, il y a 6 mois, Hulu avait été estimé par les marchés et par Walt Disney dans une autre opération à $6,5 milliards. Et aujourd'hui, si on regarde le prix
auquel Hulu rachète ses actions à AT&T, il les rachète pour 15 milliards de dollars. Donc, en fait, vous avez une valorisation de cette compagnie Hulu dans le streaming qui a pratiquement doublé en l'espace de quelques mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, il y a une très très grosse lutte au niveau des compagnies telles qu'un Netflix, telles qu'un Disney, telles qu'un Hulu, pour une part de marché, je dirais, qui est celle du marché à bas prix. Hulu, c'est le bas prix. L'abonnement que va donner Disney avec Disney+, c'est du bas prix. Ça va être un abonnement à 7 $ par mois. Hulu est très bien positionné pour ça. Et c'est là que la concurrence pour les médias plus traditionnels va être très, très rude. Grégory Volokin tout à l'heure avec Pauline Tadevin.